Bonsoir à toutes et tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, une dizaine de jours. C'est lors du dernier match de Saint-Étienne face à Montpellier, cette affiche qui a été très importante, l'avant-dernier contre le dernier, ça se passait bien pour nous et puis il y a eu ces incidents en tribune et ce match qui n'a pas repris. Et depuis, les choses n'ont pas bougé parce qu'on ne sait pas quelle va être l'issue finale de cette rencontre. On devrait en savoir plus lors de la commission de discipline du 2 avril. Mais en attendant, il faut patienter, il y a plusieurs scénarios envisageables. Soit on gagne sur tapis vert, soit on gagne 2-0, soit le match reprend, je crois que c'était la 57e minute de jeu quand il a été interrompu, ou soit il reprend carrément du début. Bon, ce scénario, je n'espère pas du tout. La seule chose qui serait juste, c'est bien évidemment, je pense qu'on s'impose en tout cas, que ce soit sur tapis vert ou alors qu'on gagne 2 buts à 0, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et puis faire reprendre un match comme ça à la 57e minute par exemple, à 10 contre 11, alors qu'on venait de marquer en plus et qu'on a mis un coup de massue à cette équipe de Montpellier à 10 contre 11, et bah c'est pas possible. Là franchement c'est pas quelque chose qui va nous aider. Ça ne peut être qu'en faveur de Montpellier, donc je ne comprendrai pas cette décision. Faire rejouer le match, j'en parle même pas, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc j'espère vraiment qu'on va gagner. Mais en attendant, avant cette rencontre contre Paris, on ne sait pas quelle est l'issue finale. Donc dans les têtes, ça change énormément de choses parce qu'affronter le Paris Saint-Germain avec 3 points de plus ou 3 points de moins, bah, c'est vraiment pas pareil, sachant que l'on sait que contre cette équipe parisienne invaincue cette saison, prendre ne serait-ce qu'un point, c'est une mission quasiment impossible. Mais c'est ce que vont devoir essayer de faire les Verts. Pourquoi pas s'inspirer du match aller? On leur avait posé des problèmes et c'était déjà Eric Orneland, le coach stéphanois. Et c'est une journée qui va être très importante. J'en ai pas parlé sur la chaîne, mais partout on en parle et on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. C'est les groupes ultra français et surtout stéphanois, parce que c'est vraiment les ultras stéphanois pour l'instant qui sont menacés d'être dissous. Et forcément, ça fait énormément parler, énormément réagir dans le monde du football et même partout dans le monde politique, en France, en Europe. Bref, tout le monde, ou en tout cas presque tout le monde, soutient les supporters stéphanois qui appellent au rassemblement place Jean Jaurès ce samedi à midi. Il faudra être très nombreux. Je serai d'ailleurs au match contre le PSG, je serai au rassemblement à midi. Si vous pouvez venir, allez-y parce qu'on sait l'importance des tribunes stéphanoises. Aujourd'hui, ce qui fait la réputation de Saint-Étienne, c'est le chaudron. Ce qui fait venir les gens, c'est le chaudron. On le voit d'ailleurs, quand les deux COP sont suspendus, c'est difficile de remplir la tribune Henri Point. Donc ça montre bien que 16 000 personnes en moins, ça compte énormément pour Geoffroy Guichard. Et l'atmosphère particulière du chaudron, bah franchement, elle fait vraiment la différence sur beaucoup de matchs. Et c'est ce qui nous fait tous aimer Saint-Étienne. Voilà, on va avoir l'occasion de revenir sur tout ça dans cet avant-match. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous, on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc reprise du championnat après cette trêve internationale. Les joueurs stéphanois ont pu continuer de s'entraîner pendant que certains sont partis en sélection. Du côté du PSG, j'en parle même pas. Il y a tellement de joueurs qui partent en sélection, c'est quasiment la totalité. Donc je ne sais même pas s'il y a des entraînements. Je n'ai pas regardé, mais ils ne doivent pas vraiment s'entraîner, le groupe professionnel, parce que j'imagine qu'il ne reste pas grand monde. En tout cas, le coach des Verts, Eric Orneland, lui, s'est présenté en conférence de presse avant le match. Comme d'habitude, il a fait un point sur son effectif, annonçant quelques mauvaises nouvelles. Et une très mauvaise nouvelle, c'est notamment Augustine Boaké, qu'il a été opéré de la cheville pendant cette trêve et il sera forfait jusqu'à l'issue de cette saison. Donc ça doit être une blessure qui est quand même assez importante. Je n'ai pas vu plus de précision au niveau de la cheville, donc ça peut être plusieurs choses. On va pas dire quelque chose qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que on ne le verra plus porter le maillot vert en Ligue 1. Et ça, en Ligue 1, j'espère juste en 2024-2025 et qu'on sera encore en Ligue 1 l'année prochaine. Mais c'est un gros coup dur pour Eric Orneland. On sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'ailiers non plus. Il a parlé d'Nguessan aussi. Il faudrait qu'il fasse un point parce qu'il était sélectionné. D'ailleurs, il a beaucoup marqué avec les jeunes Français, donc c'est très bien. Mais voilà, ça montre qu'on n'a pas un gros effectif derrière. Et puis Nguessan, on a vu que pour l'instant, c'était compliqué. C'est normal, un jeune joueur comme ça qui a 16-17 ans, le lancer dans le grand bain.
dans une situation comme ça, franchement, c'est pas vraiment facile. Donc, c'est pas un joueur sur lequel on peut véritablement s'appuyer, même s'il a beaucoup d'avenir, je l'espère en tout cas pour lui. Mais c'est pas voilà, un ailier qui est pour l'instant installé dans ce championnat de Ligue 1. On a Imen Mouefek aussi, on ne sait pas, on verra demain pour Imen Mouefek qui a effectué sa première séance dans le groupe aujourd'hui. Ça s'est bien passé. On l'avait appris en début de semaine dernière que Mouefek était un peu en retrait comme Augustine Boaquier, mais pour Boaquier c'est plus grave. Et Michael Nadé a été opéré d'un doigt, c'est pareil, c'était une information qui était sortie dernièrement comme quoi Nadé pourrait être forfait contre le PSG. Voilà, on va voir ce qui va se dire, mais en tout cas ça semble moins grave que prévu, il est opéré d'un doigt, il est là, donc ils vont faire un dernier point. Voilà concernant les absents stéphanois. Donc comme d'habitude, je fais un petit récap. Donc Boaquier, Bernauer qui est suspendu. Suspendu parce qu'il a pris 3 cartons jaunes déjà en moins de 10 matchs, le troisième contre Montpellier. Il a pris un carton rouge en plus, donc suspendu. Mais ce que je ne trouve pas logique, et vous allez me dire si vous comprenez, vous, c'est que on n'a pas pris de décision concernant le résultat du match contre Montpellier. Donc ce match peut potentiellement être rejoué. Mais en attendant, on a bien suspendu Maxime Bernauer alors que la décision n'a pas été prise. Donc imaginons le match se rejoue. Ça veut dire que Maxime Bernauer aurait été suspendu pour rien? Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. La décision, elle doit être prise au moment où on connaît l'issue du match. Donc pour moi, Maxime Bernauer n'aurait pas dû être suspendu contre le PSG. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Enfin bref, c'est la décision qui a été prise. Donc Nadé au niveau du doigt, Mouefek on est incertain, et puis Benold potentiellement dans le groupe. Orneland l'a évoqué rapidement en conférence de presse quand la question lui a été posée. Comme quoi, voilà, Benold maintenant il pourrait prétendre à une place dans le groupe. Comme Ibrahima Wadji, c'est 2 joueurs qui peuvent donc jouer. Wadji était d'ailleurs dans le groupe contre Montpellier. Et Benold pourrait être appelé contre le PSG. Ça, on va le voir très rapidement puisque le groupe stéphanois sera annoncé vendredi soir, donc aux alentours de 18h. C'est à peu près à ce moment-là que sort le groupe stéphanois. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais ce match, il est diffusé sur DAZN à 19h, donc c'est la 27e journée de Ligue 1. Voilà pour les potentiels absents à Saint-Etienne. Et puis, je n'ai pas rajouté, mais il y a Nguessan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une décision sera prise parce qu'il revient des 2 matchs avec l'équipe de France. Du côté du PSG, il n'y a pas vraiment beaucoup d'absents, mais de toute façon, même quand il y en a, le banc il est tellement important que ça ne leur fait pas vraiment défaut. C'est le Sud-Coréen Kang In-lee qui s'est blessé avec sa sélection. Au niveau de la cheville, ça ne doit pas être trop grave pour lui parce que j'ai cru lire qu'il pourrait être là en Ligue des Champions, donc c'est dans 1 semaine et demie à peu près, après le match de Saint-Etienne. Donc rien de trop grave pour le Sud-Coréen, mais en tout cas, normalement, Luis Enrique ne pourra pas le convoquer dans son groupe. Mais après, encore une fois, il y a tellement un large effectif à Paris que même sans Kang In-lee, ils peuvent réussir à faire de très très belles choses. Et il y a des joueurs sous menace, ça c'est aussi à prendre en compte, et surtout avec l'absence d'Augustine Boaquier jusqu'à la fin de la saison, c'est Irving Cardona, il va falloir qu'il fasse attention quasiment jusqu'à la fin de la saison aussi. Accumulation de cartons jaunes, donc potentiellement s'il en reprend un, il sera suspendu. Et là, ce sera le match contre Lens, puisque après Paris, on va se déplacer du côté du Stade Bollaert. Et je crois que c'est un match un dimanche qui se jouera à 15h. Donc Cardona, il faut vraiment qu'il fasse très attention. L'état de forme de cette équipe du PSG, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Du moment, en tout cas depuis le mois de janvier, ils surperforment. Non, ils performent, ils ne superforment pas parce que c'est leur niveau. Ils performent. Ils gagnent tous leurs matchs, ils n'en perdent pas. Regardez, depuis le début de la saison, 0 défaite. Ils pourraient battre un record, je crois, qui est tenu par Nantes. Donc à nous de faire en sorte qu'ils ne battent pas ce record en étant la première équipe à les battre. Bien évidemment, je sais très bien que ça va être très compliqué. Je n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant et la faiblesse de l'effectif stéphanois. Mais il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on a été capable de faire lors du premier match contre le PSG. Même si à ce moment-là, Orneland venait d'arriver, le PSG ne savait pas vraiment à quoi s'attendre et le PSG s'est transformé depuis. Mais voilà, il y a quand même des éléments positifs sur lesquels il faut se baser. Mais il va falloir, comme l'a dit Cardona, être fort défensivement et tueur devant le but aussi. Ne pas rater trop d'occasions. Même si au niveau de l'attaque, ça va quand même mieux pour nous en ce moment. Mais il ne faut pas en rater contre le PSG parce que des occasions, on n'en aura pas beaucoup. Donc cette équipe parisienne, bon, tout est vert. Les voyants sont au vert. Ils gagnent tous leurs matchs. En témoigne le dernier Classico. Gagné 3-1. Ils avaient battu Rennes, Lille, Lyon, Toulouse. Toutes les équipes quasiment de Ligue 1. Il n'y en a que 5 qui ont réussi à faire un match nul. Et je crois que parmi ces 5, il y a le FC Nantes. C'était sur la pelouse du Parc des Princes. Et après, je ne me souviens plus exactement des autres matchs. Il y avait Auxerre aussi qui les avait tenus et qui avait fait match nul.
Donc Paris, c'est 73 buts marqués depuis le début de la saison, 25 buts encaissés. Une équipe qui est très forte à domicile, qui est très forte à l'extérieur, qui a pris la première place à Marseille d'ailleurs à l'extérieur. Le meilleur buteur, c'est Ousmane Dembélé qui est en feu depuis le début du mois de janvier. Je ne sais même plus combien il marque de buts, mais il marque tout le temps. Il a marqué avec l'équipe de France d'ailleurs le week-end dernier contre la Croatie. Joao Neves, qui est le meilleur passeur avec 8 passes décisives. Bon voilà, c'est tous des joueurs qu'on connaît à Paris, des joueurs internationaux. Un coéquipier de Davitashvili, je ne vais pas prononcer le nom parce que j'y arrive pas, mais l'ailier gauche, Dembélé attaquant, Désiré Doué, Fabien Ruiz, Zaïre Emery, Vitinha, Pajot, Beraldo, Hakimi, Nuno Mendes, Donnarumma, bref, que des joueurs internationaux et qui étaient qui étaient tous sélectionnés d'ailleurs le week-end dernier, qui ont eu certaines fois des prolongations, comme Dembélé et Désiré Doué, mais bon, j'imagine que ça va pas changer grand-chose et ça date d'il y a une semaine. Voilà, l'équipe de Luis Enrique qui joue quasiment tout le temps dans un dispositif en 4-3-3, qui le maîtrise bien, qui est capable de faire la différence sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Donc il ne va pas du tout falloir leur laisser d'espace. On sait que c'est des joueurs qui sont très rapides, Barcola, Dembélé, Doué. Face à la défense de Saint-Etienne, ça risque d'être très compliqué. J'espère vraiment qu'on aura au moins Michael Nadé, parce que si on est obligé de compenser avec une défense encore en faisant des choix par défaut, ça risque d'être très compliqué. Déjà que la défense stéphanoise, elle est très souvent en difficulté. Voilà pour cette équipe parisienne qui pourrait d'ailleurs être sacrée championne de France à Geoffroy Guichard, puisqu'ils ont 21 points d'avance, ils ont 19 points d'avance sur Marseille, c'est assez fou. C'est assez fou de se dire ça, qu'ils ont 19 points d'avance sur Marseille. Il en reste 24 à distribuer, mais si Marseille s'incline et que Paris s'impose, eh ben, les Parisiens seront champions de France, donc dès fin mars, donc ce qui est quand même assez fou pour cette équipe parisienne. Donc à nous de retarder l'échéance en tout cas, et puis de faire un résultat contre cette équipe parisienne. On va tâcher d'y croire quand même. Alors, donc au niveau de Saint-Etienne, j'ai pas changé le classement, puisque le classement actuel, on a 20 points, on est donc 17e. J'espère qu'on pourra bientôt rajouter ces 3 points supplémentaires, en compter 23 et passer devant le Havre et revenir à hauteur de Reims. Et ça, c'est très important également, puisqu'on a encore une confrontation dans pas très longtemps face à cette équipe de Reims. Donc, il va falloir gagner. Voilà, j'ai même pas mis Stassin dans les... j'ai pas changé les passes décisives, tout ça, mais Stassin qui pourrait compter, je crois, 8 buts. Il marque pas mal en ce moment, donc c'est très intéressant. Mais je ne l'ai pas compté, puisque pour l'instant, on ne sait pas. Montpellier, donc c'est notre victoire. J'ai quand même mis en victoire, parce qu'il fallait que je marque un point vert. On est censé s'être imposé, et normalement, c'est notre première victoire à l'extérieur, donc on va espérer que ça va être le cas. Et puis voilà, donc j'ai laissé dans le classement extérieur pareil avec 0 victoire parce que ça n'a pas changé au niveau du classement, donc je peux pas changer. Mais on va essayer de se dire qu'on a fait un clean sheet contre Montpellier, que c'était quelque chose de positif, mais il faut pas oublier la faiblesse de cette équipe de Montpellier. On l'a vu sur ce match, même à 10 contre 11, ils avaient vraiment du mal, malgré un effectif qui est censé avoir de la bouteille et de l'expérience, et qui a d'ailleurs des salaires assez conséquents. On l'a vu sur le journal L'Équipe quand les salaires ont été dévoilés, mais bref, ça c'est une autre histoire. Voilà en tout cas pour nous, il va falloir surveiller les autres matchs également. Ça va commencer par Strasbourg-Lyon, mais c'est pas trop notre championnat. Samedi, avant que l'on joue, donc à 17h, on a une affiche entre le Stade de Reims justement et cette équipe et l'équipe de Marseille. Donc Marseille qui va vouloir se remettre de cette défaite contre le PSG, donc en s'imposant contre Reims. Et là, ce sera diffusé sur Beansport. Ce qui nous intéresse également, on va voir Angers-Rennes. Donc ça, c'est diffusé. Angers qui est un petit peu plus devant maintenant, mais bon, on ne sait jamais, tout peut aller très vite en Ligue 1. Angers-Rennes, donc c'est à 17h15 le dimanche. Donc un multiplex à suivre avec Angers-Rennes, Auxerre-Montpellier et puis Le Havre contre le FC Nantes. Et on terminera par le Derby du Nord entre Lille et le Racing Club de Lens. Voilà en tout cas pour ce match qui arrive contre le PSG. Il va falloir peut-être se baser sur ce que l'on a fait lors du match aller, donc début janvier avec Eric Horneland sur le banc stéphanois.
Je pense pas qu'il va faire beaucoup de changements dans sa composition, Eric Horneland, par rapport à la rencontre contre Montpellier. Il n'a pas vraiment le choix non plus. Larseneur dans les buts, Masson à droite, Petro à gauche, Nadé Batubinsika dans l'axe, c'est ce que j'imagine. Donc je rappelle que Bernouer est suspendu, donc retour de Batubinsika. Nadé en espérant qu'il soit là. Sinon ça pourrait être du bricolage avec potentiellement Petro Batubinsika dans l'axe, Masson à gauche, Denis Sapia à droite. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. À moins qu'il réintègre Pierre Cornu, mais Petro pourrait retourner dans l'axe. Mais j'espère vraiment pas que ça va se passer comme ça. Au milieu de terrain, Pierre Ecoua, Benjamin Bouchouari et Florian Tardieu. Et puis devant, on aura sans doute la triplette Davitashvili, Irving Cardona et puis Lucas Tassin. Voilà, c'est sans doute ce que va mettre en place Eric Horneland contre le PSG. Ça fait pas de changement par rapport à cette composition contre Montpellier, mis à part Maxime Bernauer, mais c'est parce qu'il est suspendu qui devrait être, qui sera en tribune, en tout cas à Geoffroy Guichard. Voilà pour ce match. N'hésitez pas vous à me donner, pourquoi pas, un pronostic. Je ne m'y risque plus moi parce que je n'y arrive pas. Votre composition également pour ce match. Est-ce que vous êtes optimiste ou non? C'est difficile d'être optimiste bien sûr contre le PSG. Mais bon, il y a une trêve internationale. Peut-être que ça nous a permis de se dire des choses. Voilà, on essaye de trouver des éléments positifs. Et de toute façon, il ne faut pas partir défaitiste avant ces matchs de fin de saison. Pas du tout, parce qu'on sait que sur ces 8-9 matchs qui nous restent, mais il va falloir gagner, prendre des points. Le calendrier qui arrive, il est très compliqué. On parlait du tournant de ces matchs contre Le Havre et Montpellier. Et là, le calendrier est difficile. Il y a encore Reims qui est concurrent direct, mais après, c'est des équipes qui sont plus hautes que nous. Mais on n'a pas le choix. Il va falloir réussir à en gagner des matchs. Donc, il faut partir optimiste. Il faut être derrière les joueurs, les encourager. Et voilà, prendre ces points qui seront nécessaires, en tout cas pour se maintenir en Ligue 1. Parce que si on part défaitiste et qu'on se dit on va perdre de toute façon, même si défaitiste, c'est peut-être être réaliste. Mais on ne sait jamais, les choses peuvent évoluer positivement. Je sais pas, on a vu Le Havre qui a été capable de battre Lens, qui a été capable de battre Lille. Et pourquoi pas Saint-Etienne aussi. En tout cas, il faut y croire. Et moi, j'y croirai jusqu'au bout. Tant qu'on n'est pas en Ligue 2, on n'y est pas. Et puis là, ce match contre Montpellier, il peut changer pas mal de choses. On peut se replacer barragiste ou même 15e et ne plus être barragiste, puisqu'ensuite, on aurait le même nombre de points que Reims, qui est un concurrent direct pour notre maintien que l'on affrontera. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de semaine. Et on se retrouvera pour le débrief de la rencontre. Donc ça, ce sera certainement ce dimanche. En attendant, portez-vous bien et bien sûr, allez les Verts.